Ma génération et toutes celles qui nous entourent, on a une chance unique aujourd'hui de pouvoir construire un nouveau monde qui sera meilleur. Mais il faut qu'on s'en saisisse à bras-le-corps parce qu'on n'a pas le temps. C'est que c'est pas forcément un risque. Ce qui est difficile, c'est le changement. Mais il faut se dire une chose, c'est que si la décarbonation est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Nos modes de vie, nos modèles de production et de consommation, tous domaines confondus, ne s'inscrivent pas dans le cadre des limites planétaires. Et nos systèmes agricoles et alimentaires contribuent à leur dépassement. Sans renier l'histoire, nous avons tous aujourd'hui une responsabilité collective et un rôle important à jouer pour conduire les transformations nécessaires. Les innovations à la marge ne suffiront pas. Nous souhaitons créer un espace de débat permanent pour que, consensus après consensus, de nouveaux modes de consommation et de production soient diffusés. Alors comment produire ? Si l'azote et le phosphore viennent à manquer, ou si le changement climatique fait chuter nos rendements, alors que les énergies fossiles s'épuisent, comment atteindre la souveraineté alimentaire si nous n'avons plus d'agriculteurs et d'agricultrices dans nos campagnes ? Ce qui s'est passé en fait sur le dernier siècle, c'est qu'on a remplacé des gens par des machines. On avait des agriculteurs qui binaient, qui faisaient des buts, qui faisaient avancer le cheval, etc. Aujourd'hui, on a des machines, donc on a des tracteurs qui binent à la place des agriculteurs et qui remplacent les chevaux. On a du reste des usines d'engrais qui remplacent les crottins des chevaux ou la bouse de vache. On a des camions et on a des usines de l'industrie agroalimentaire qui remplacent la transformation à la ferme et les marchés. Du reste, sans camions, aujourd'hui, les villes meurent de faim. Et les défis pour demain, c'est que tout ça va partiellement s'éroder, puisque l'énergie fossile que nous avons à notre disposition, elle est malheureusement pas éternelle, ou heureusement pas éternelle, et que l'approvisionnement mondial en énergie fossile et régional en énergie fossile, climat ou pas climat, ne peut que baisser. En tout cas, en termes de chiffres, par contre, de manière factuelle, la sortie de la dépendance aux énergies fossiles va être extrêmement douloureuse pour l'industrie. Et la défossilisation de la mécanisation. Et là, on a deux options. On a une option que certains commencent à retravailler, qui est la traction animale, et une autre option qui est la production d'énergie de biogaz sur exploitation pour la mécanisation agricole. Sauf si on rétablit l'esclavage, ça sera très difficile de rétablir le désherbage manuel aujourd'hui. Alors est-ce que les gens, quand ils auront moins d'argent, ils vont continuer à avoir un smartphone et à regarder Netflix et ils mangeront que des pâtes, ou ils vont manger un peu mieux que des pâtes, ils vont manger des légumes et ils auront un smartphone de moins bonne qualité. Trouver de plus en plus de la concurrence d'usage dans le budget des ménages, parce que c'est ça qu'on a dans une économie en contraction, sous contrainte de déplétion fossile. On ne peut pas demander à un secteur d'innover s'il reste pauvre. Donc il y a un vrai sujet qui est qu'il faut faire suffisamment de pédagogie pour que la population accepte que la nourriture voit son prix augmenter. Qu'on a une balance commerciale dans l'agroalimentaire qui est artificiellement positive. Si on retraite des boissons et des spiritueux, la balance commerciale dans l'agroalimentaire en France est aussi largement déficitaire. Donc nous avons un problème aujourd'hui d'indépendance pour nourrir nos concitoyens dans le cadre de rupture d'approvisionnement et de bouleversements sur les chaînes d'approvisionnement. Le constat de cette dépendance fait qu'aujourd'hui, on a une multiplication des appels à réindustrialiser. Tous les politiques veulent renforcer la souveraineté de la France. On l'a vu en 2022 avec les élections législatives et l'élection présidentielle. Mais il y a une chose qu'il faut dire, une première chose à dire, c'est que nous ne serons jamais totalement souverains. Il est illusoire de penser que nous serons totalement souverains, ou pour être totalement souverain, il faut renoncer à certains biens et produits essentiels. Et donc la réindustrialisation, elle ne peut pas être pensée en dehors de la définition d'un projet de société. Derrière cette notion de projet de société, vous avez toute la construction des politiques publiques qui va en découler. Vraiment, la question qui se pose aussi aujourd'hui dans notre société, alors on parle dans le domaine agricole aujourd'hui, mais on peut le poser plus largement dans l'industrie. En fait, c'est les mécanismes de répartition de la valeur, c'est-à-dire comment répartir la valeur sur la chaîne de valeur. Et en fait, les coûts ne sont pas suffisants puisque le coût ne va pas intégrer les coûts d'investissement à venir, donc la question des marges. Et en fait, finalement, c'est dans cette répartition de la valeur, c'est où est-ce qu'on met la marge. Et la marge, elle ne peut pas toujours être captée en bout de chaîne, elle doit aussi être prise en amont, parce que c'est l'amont qui a des gros efforts de transformation. Parce que je trouve, les agriculteurs, parce que je trouve qu'on n'est pas assez présent dans les débats, surtout quand on parle d'agriculture. Et généralement, on parle d'agriculture, il n'y a pas d'agriculteurs, donc je trouve ça toujours assez étonnant. Pour moi, la première chose qui est importante pour l'agriculture, c'est la reconnaissance. On est un peu dans un renversement de la recherche qui, jusqu'ici, fournissait des références techniques et qui descendait avec le conseil chez les agriculteurs. Là, c'est un peu l'inverse. En principe, il faudrait
faire remonter les retours d'expérience. On va quand même vers une complexité des modes de production, passer, je pense, d'une agriculture conventionnelle à une réelle compréhension systémique et holistique de sa parcelle. Le monde agricole va probablement devoir évoluer dans le sens d'une diversification de ses productions, parce que la spécialisation des régions est un truc qui est très cohérent avec des transports abondants. Si les transports deviennent moins abondants et que donc la résilience alimentaire doit s'organiser à l'échelle du département ou de la région, ça veut dire qu'une partie des régions agricoles, on doit les déspécialiser. D'après la base de données Agribalis sur les analyses des produits alimentaires en France, en fait, les 3/4 des émissions de gaz à effet de serre viennent quand même de la production. Néanmoins, je suis tout à fait d'accord sur le fait de déspécialiser les régions. Ça fait effectivement pas mal de temps qu'on le dit, notamment pour créer des synergies entre élevage et agriculture, et culture végétale, puisque ça permet de recycler les effluents, d'économiser des engrais, etc., d'éviter d'avoir des zones en excédent structurel, et je ne citerai pas de région, mais donc voilà, c'est clairement une tendance qu'il faudrait favoriser. On disait ça serait bien de déspécialiser les régions, ça fait depuis la nuit des temps qu'on a spécialisé les régions parce que ça répond aussi à un terroir. Par exemple, moi j'ai une exploitation avec des cailloux, il n'y a aucun espoir que je fasse des pommes de terre, aucun espoir que je fasse des betteraves, j'ai pas d'eau, donc je ne peux pas faire d'élevage non plus. Donc en fait, la spécialisation, parfois, elle est liée à un environnement. Et je tiens à dire aussi qu'on est tout à fait partant pour travailler aussi avec Grignon 2000 sur le projet et d'avoir des lieux d'expérimentation, de démonstration, de médiation et de formation. C'est tout à fait intéressant pour nous. Paris-Saclay a le mérite d'exister avec tous ces labos, sera prêt à vous accompagner là-dessus, à la fois sur la recherche, la formation, l'innovation, etc.